Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, après vous avoir entretenu lors des 2 précédentes émissions de la situation d'occupation et d'oppression par Israël que vit le peuple palestinien, en Cisjordanie comme dans la bande de Gaza, je vais vous parler aujourd'hui de l'origine du conflit au Moyen-Orient. La guerre déclenchée le 7 octobre dernier par le Hamas contre Israël n'est pas arrivée comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Ce n'est que le dernier épisode sanglant d'un siècle, un siècle d'affrontements dans la région. Pour comprendre, il faut remonter à la Première Guerre mondiale. Pour parvenir à triompher de l'Allemagne et de son allié, l'Empire ottoman, la France et l'Angleterre passèrent en 1916 un pacte avec les nationalistes arabes. En contrepartie du déclenchement d'une insurrection arabe contre l'Empire ottoman, serait créé à la fin de la guerre un royaume arabe établi sur les provinces libérées de l'Empire ottoman, englobant les territoires de l'actuelle Syrie, de l'Irak et du Liban. La Palestine devait bénéficier d'un statut international. Ça, c'est en 1916. Un an après, la Grande-Bretagne apporte son soutien à l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, contredisant les engagements pris envers les Arabes. Si la partie arabe respecta son engagement en s'engageant dans la bataille, la Seconde Guerre mondiale et l'insurrection, cet accord est violé par la France et l'Angleterre. Ces dernières se sont simplement partagé le Moyen-Orient, comme le montre la carte suivante, et dont les conséquences d'un tel diktat continuent à peser sur la région aujourd'hui. Sur la carte qui paraît en ce moment, vous avez la partie bleue qui est la partie contrôlée par la France et qui correspond au Liban et à la Syrie. Et puis le reste, en rouge, est contrôlé par l'Angleterre, la Grande-Bretagne, et donc en particulier l'Irak et Mossoul, en fait toute cette région-là. Ces 2 pays occidentaux se sont partagés la Palestine. À ce moment, vous avez la carte de la Palestine qui apparaît. Et c'est ce territoire qui est partagé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, comme je vous l'ai expliqué dans les précédentes émissions, entre, d'une part, Israël, d'autre part, le peuple palestinien. Rappelez-vous, en 1947, ce plan prévoyait 3 zones. Une zone destinée à Israël et donc à accueillir l'État juif. Une zone sous contrôle international qui était donc essentiellement Jérusalem. Et enfin, une zone destinée à permettre l'installation d'un État palestinien. Cette résolution numéro 181 de l'ONU a été votée en novembre 1947. J'ai eu l'occasion aussi de vous expliquer que ce plan avait été accepté par une forte majorité de représentants de la communauté juive de Palestine, mais qu'il avait été rejeté par la quasi-totalité des représentants des Arabes de Palestine, comme par les États arabes voisins. Le 14 mai 1948, la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël
débouche sur la première guerre entre Israël et les Arabes. Sans attendre la mise en œuvre hypothétique du plan de partage de la Palestine prévu par les Britanniques pour le 1er octobre 1948. David Ben-Gourion, futur Premier ministre de l'État hébreu, déclare l'indépendance d'Israël le dernier jour du mandat britannique, le 14 mai 1948, à Tel Aviv. Au lendemain de cette déclaration d'indépendance, à l'issue de mois de tensions et de violences, les armées de plusieurs pays arabes voisins envahissent le territoire de l'ancienne Palestine. L'exode et les expulsions d'Arabes palestiniens qui ont commencé avec les violences fin 1947 s'intensifient. Soutenus et armés par l'Union soviétique, premier pays à avoir reconnu le nouvel État hébreu, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, Israël repousse ses attaques et s'empare d'un vaste territoire bien plus étendu que celui proposé dans la partition de l'ONU. Pour les Arabes palestiniens, c'est la Nakba. La Nakba veut dire catastrophe en français, qui scelle l'exil forcé de 600 000 à 800 000 Palestiniens. Quasiment 20 ans plus tard, en 1967, c'est la guerre des 6 jours. Cette guerre éclate le 5 juin 1967. Israël attaque l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Elle occupe le Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie, le plateau du Golan et Jérusalem-Est. La guerre provoque un deuxième exode estimé par l'ONU à près de 500 000 Palestiniens. La résolution 242, approuvée à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, condamne Israël et exige le retrait de ses troupes. La politique de colonisation en Cisjordanie débute après la guerre des 6 jours. Cette colonisation est toujours considérée comme illégale selon le droit international et cela a été rappelé par pas moins de 11 résolutions de l'ONU entre 1967 et 2016. L'État d'Israël s'en fout. Depuis 2007, 13 586 colons s'installent en moyenne chaque année dans les territoires palestiniens occupés. Leur nombre a quadruplé en une trentaine d'années, passant de 116 300 à 600 000 en 2023. En 1973, nouvel affrontement. C'est la guerre du Kippour. Les forces armées israéliennes sont surprises le jour du Kippour, la fête la plus solennelle du calendrier juif, par les forces armées de l'Égypte et de la Syrie. La paix est signée en 1979. Le Sinaï est rendu aux Égyptiens en échange de relations diplomatiques apaisées. Une partie des accords conclus concernant le sort de Gaza et de la Cisjordanie reste lettre morte. 1987-1993, c'est la première intifada, la guerre des pierres. La première intifada voulant dire soulèvement en français, éclate le 9 décembre 1987 dans un camp de réfugiés palestiniens de la bande de Gaza, avant de s'étendre à l'ensemble de la bande de Gaza, puis à la Cisjordanie. Cette guerre des pierres a fait plus de 1000 morts côté palestinien et 300 côté israélien.
C'est dans le sillage de la première intifada que naît le Hamas, de son vrai nom, Mouvement de résistance islamique. Il s'oppose violemment à l'Organisation de libération de la Palestine, OLP. Bilan, 800 morts. En 1993, ce sont les accords d'Oslo. Après 6 années d'intifada et des pourparlers secrets pendant des mois entre des négociateurs israéliens et palestiniens, les deux parties s'entendent sur leur reconnaissance mutuelle. C'est important, leur reconnaissance mutuelle, et sur leurs droits politiques mutuels et légitimes. L'OLP de Yasser Arafat accepte le principe du découpage temporaire des territoires palestiniens en 3 zones. Celle dans laquelle le contrôle israélien cesse, les principales villes, celle où il est partagé avec les Palestiniens et celle où il reste total. Le nouveau Premier ministre travailliste, Yitzhak Rabin, et son gouvernement reconnaissent l'OLP comme représentante légitime du peuple palestinien. Mais cet accord ne sera jamais appliqué en totalité par Israël. Alors que les factions palestiniennes hostiles aux accords multiplient les attentats, et notamment le Hamas, Yitzhak Rabin, le Premier ministre israélien, est assassiné en novembre 1995 par un militant de l'extrême droite israélienne, ce qui contribue à faire dérailler le processus. En 2000-2005, c'est la deuxième intifada. En 2000, la visite controversée de l'ancien ministre israélien hostile au processus de paix, Ariel Sharon, à Jérusalem, sur l'esplanade des mosquées, le mont du Temple pour les Juifs, déclenche des émeutes palestiniennes dans les territoires occupés. En réponse, Israël multiplie les incursions militaires et entreprend en 2002 la construction d'une barrière de séparation, mène des bombardements sous les cibles de l'autorité palestinienne. Plus de 1000 Israéliens et 3000 Palestiniens perdent la vie au cours de cette seconde intifada. Après la mort assez brutale et surprenante, il faut bien le dire, de Yasser Arafat en 2004, remplacé en 2005 par Mahmoud Abbas, les contacts politiques reprennent entre Israéliens et Palestiniens. Ariel Sharon, devenu Premier ministre d'Israël pendant l'intifada, fait adopter à la même période un plan de désengagement unilatéral de Gaza, mais aussi le renforcement sécuritaire à la frontière israélienne avec le contrôle des frontières, de l'espace maritime et aérien. Enfin, Gaza reste dépendante pour ce qui concerne la fourniture d'eau, d'électricité et des moyens de communication dépendants d'Israël, naturellement. En 2007, à la suite d'élections législatives, le Hamas prend Gaza et Israël instaure un blocus. Côté palestinien, le conflit entre le Fatah, la principale composante de l'OLP, le groupe qui était dirigé par Yasser Arafat, et le Hamas dégénère après les législatives de 2006. Fatah et OLP sont évincés de Gaza. Depuis, le Hamas gère la bande de Gaza et le Fatah la Cisjordanie. En réaction, Israël impose un blocus sur ce territoire et ses 2 millions d'habitants à partir de juin 2007. Depuis, de multiples opérations guerrières témoignent de l'escalade de la violence
entre mouvements palestiniens et Israël. Aux milliers de tirs de roquettes palestiniennes, Israël répond par des airs aériens, des assassinats ciblés, parfois extrêmement meurtriers pour les civils. Les victimes sont à plus de 80% localisées en territoire palestinien. En juin 2023, quelques mois avant l'attaque du Hamas, le gouvernement israélien, dirigé par la droite nationaliste et l'extrême droite, a clairement envisagé l'annexion totale de la Cisjordanie. Dans ce territoire peuplé de 3,3 millions de Palestiniens, occupé depuis 56 ans par l'État hébreu, les colonies de peuplement israéliennes se multiplient au fil des années, malgré les critiques répétées de la communauté internationale. En février 2023, le Conseil de sécurité de l'ONU a encore déploré le non-respect de ces résolutions et l'expansion des colonies de peuplement. Israël s'en fout. Cet État jouit d'une totale impunité. D'ailleurs, aucune sanction internationale ne lui a jamais été imposée, ni par les États-Unis, ni par la Grande-Bretagne, ni par la France et ni par l'Union européenne. Un proverbe de chez nous dit bien « si patini soutirait, patini volait ». Alors, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, la vie d'un Palestinien ne vaut-elle pas celle d'un Ukrainien? Merci.